Alors, on a vu un moyen d'évaluer la fiabilité. Bon, il y en a d'autres. On peut se baser sur les contrôles d'impédance des électrodes. On peut se baser sur le contrôle d'attention où on présente un stimulus dans le point de fixation. Mais maintenant, je vais vous parler du problème de sensibilité. Le RG, qu'il soit Ganzfeld ou multifocal, présente des variabilités d'amplitude très importantes. Dans la population normale, même en tenant compte de l'âge, ça va varier du simple au double. Pour améliorer la sensibilité, pour détecter en particulier des petits déficits, on a développé une analyse dite par anneau. C'est-à-dire qu'on va, à partir des résultats qui sont obtenus, regrouper toutes les réponses suivant des anneaux. Donc on va avoir comme ça 5 anneaux que vous retrouvez ici avec différentes couleurs, rouge, vert, orange, j'espère que vous voyez tout ça sur vos écrans, n'est-ce pas? Bleu, et c'est ce que vous retrouvez ici dans les tableaux de droite. Pour chaque anneau, vous allez avoir la réponse moyenne et son analyse qu'on retrouve ici dans le tableau du bas. Donc amplitude de N1, amplitude de P1. Et donc vous retrouvez ici dans les tableaux de droite l'analyse d'amplitude de N1 pour les différents anneaux, de degrés entre 2 et 5, etc. Pour P1, et la même chose pour N2, et la mesure des temps. Et finalement, ce qui est important ici, c'est les rapports d'amplitude. Alors, l'intérêt des rapports d'amplitude, c'est justement d'améliorer la sensibilité de cet examen. Un certain nombre de pathologies, on va avoir une zone périphérique qui sera normale. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans certains cas, c'est justifié. Et à ce moment-là, on va pouvoir améliorer la capacité de détecter des petits déficits en faisant le rapport d'amplitude entre, par exemple, la zone entre 2 et 5 degrés et la zone périphérique. C'est ce que vous voyez ici dans la colonne de droite pour la pic N1. Donc vous allez retrouver pour chacune des zones le rapport d'amplitude par rapport à la périphérie. Donc ici, c'est des études qu'il nous faut d'ailleurs remercier, que ce soit Lille, Tours, Nantes, Paris, j'en oublie certainement. Ça, c'est en fonction de l'âge, d'évolution de l'amplitude de l'onde P1 pour les différents anneaux. Et vous voyez qu'il y a bien sûr une influence de l'âge, avec une diminution surtout pour la partie centrale, mais vous voyez quand même qu'il y a une très forte dispersion qu'on ne peut pas compenser en tenant compte uniquement de l'âge. Comme je disais précédemment, ça varie encore du simple au double. D'où l'intérêt de l'analyse par des rapports d'amplitude, parce qu'on va quand même ça gagner en sensibilité un facteur au moins de 50%. Donc améliorer la capacité de détecter des petits déficits d'un facteur 2. Là, vous voyez un exemple, une intoxication à l'hydroxychloroquine. Les gens qui ont un petit peu d'expérience vous diront tout de suite, ben oui, je vois qu'il y a sur les tracés individuels une petite diminution d'amplitude, des réponses entre 2 et 5 degrés. Mais bon, aujourd'hui, on aime bien parler avec des chiffres. Et donc, vous allez voir ici dans le tableau statistique, en fait, si vous regardez les amplitudes en absolu, vous voyez qu'il y a une teinte rosée, ce qui veut dire que ce n'est pas très significatif. Par contre, quand vous regardez le rapport d'amplitude des zones entre 2 et 5 degrés par rapport à la périphérie, vous voyez qu'il y a un niveau hautement significatif d'atteinte. C'est la coloration qui vous dit la significativité entre 2 et 5 degrés. Donc, on a vu qu'on pouvait apporter des réponses à ce problème de mauvaise sensibilité. Le point suivant, c'est le contrôle de la fixation. Là, je vous ai, pour le fun, mis un enregistrement avec une électrode de type ERG-JET, et ici, l'enregistrement en temps réel de la réponse. Là, on a une réponse, et vous noterez tout de suite l'amplitude, on est de l'ordre de 50 microvolts. Bon, là, dans l'occurrence, on perdait de temps en temps le signal, je pense parce que l'électrode était mal appliquée sur la cornée. D'ailleurs, on a dû corriger le problème pour rétablir la situation. Sur la partie droite, donc là, on a une électrode de type DTL. Vous noterez tout de suite que l'amplitude est 2 fois plus faible. Alors, la fibre DTL, on peut la placer en contact avec la cornée et à ce moment-là obtenir une amplitude probablement supérieure à ce que vous voyez ici. Le problème de la mise en contact avec la cornée, c'est qu'à chaque clignement,
la fibre risque de bouger et plus vous allez vous éloigner de l'apex cornéen, plus l'amplitude va être réduite. Donc il est, à mon avis, préférable de se placer sous la paupière inférieure, comme c'est le cas ici. L'amplitude est réduite, mais au moins elle est constante. Le fait qu'une amplitude varie en cours d'examen pose problème, parce qu'au niveau du calcul de la réponse en ERG multifocale, je vous rappelle qu'il faut qu'une séquence complète soit prise en compte. Donc s'il y a des variations d'amplitude qui interviennent en plein milieu d'une séquence, ça va créer des soucis d'analyse. Aujourd'hui, donc, on a la possibilité sur les appareils de dernière génération d'enregistrer à la fois la vidéo, c'est l'extrait que je viens de vous montrer, ça provient d'un enregistrement au cours d'un examen, mais également de faire une analyse des mouvements basée sur la vidéoculographie. Il y a deux façons de contrôler la fixation, mais si vous n'avez pas d'enregistrement vidéoculographique, vous pouvez déjà regarder de façon attentive la vidéo et à partir de la position du petit reflet, le reflet cornéen, et donc en regardant la position de ce reflet par rapport à la pupille, on peut avoir une idée assez précise, je vais dire avec un peu d'habitude de l'ordre de 5 degrés, pour évaluer la précision de la fixation, la stabilité de la fixation du patient. Si vous avez un enregistrement vidéographique, c'est ce que vous voyez ici, le tracé en haut à droite. Là, on a enregistré à la fois l'œil droit, ce qui apparaît en rouge, et l'œil gauche, ce qui apparaît en vert. La BCE représente la surface de la fixation exprimée en degrés carrés. Donc ça veut dire que pendant l'examen, le patient a une fixation qui était sur 2,5 degrés carrés. Donc c'est pas mal, mais c'est quand même mieux quand on a l'électrode jet. Et vous voyez également les perturbations de type clignement, les fluctuations de pupille et éventuellement une déviation du regard. Il y a une question qu'on se pose souvent, c'est combien de zones stimulées, quelle taille donner à ces zones. Et là, pour ça, il y a deux critères. Le premier critère, c'est la précision de la fixation. C'est-à-dire que plus vous aurez de zones, plus il faudra que la fixation soit précise pour vous donner un ordre de grandeur. Si vous stimulez avec la procédure 61 zones, vous devez avoir une fixation précise à moins d'1 degré près. 1 degré, c'est mon pouce à la distance de mon bras. Donc c'est déjà un peu difficile pour certains patients. Et plus vous aurez de zones, plus bien sûr il faudra être précis dans la fixation. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que plus vous aurez de zones, plus la réponse par zone sera de faible amplitude, et donc beaucoup plus de réponses pour pouvoir extraire quelque chose de fiable. Donc 61 zones, on va se retrouver dans des durées d'examen qui seront comprises entre 1 minute et demie et 5 minutes. Ça dépend de la fiabilité du patient. Dans les algorithmes que nous utilisons, nous regardons la reproductibilité des réponses. Et si les réponses ne sont pas reproductibles, elles sont éliminées. Et donc chez un sujet très fiable qui ne bouge pas, qui ne clignote pas, enfin qui a une très bonne fixation, on va répéter la séquence de stimulation 2 fois et on aura une réponse au bout d'un peu plus d'1 minute. Par contre, dans les procédures standards, on répète la séquence 10 fois, ce qui fait une durée d'examen de 5 minutes. Ça, c'est pour 61 zones. Si vous aviez un nombre beaucoup plus élevé de zones, bien sûr, il faudrait des durées d'examen nettement plus élevées. À chaque fois que vous doublez le nombre de zones, il faut pratiquement multiplier par 4 la durée de l'examen, ce qui amène à des durées inapplicables si on veut faire un travail en clinique. Donc, quelques recommandations, adapter le nombre de zones aux capacités de fixation du patient. Généralement, l'examen se fait pupille dilatée et aussi, une recommandation, c'est de faire l'examen en monoculaire. Techniquement, c'est tout à fait possible de le faire en binoculaire, mais il se trouve qu'un certain nombre de patients, dans une situation binoculaire, ne vont pas maintenir la fixation sur les 2 yeux et donc on risque d'avoir une dérive de l'un des 2 yeux qui fera que le signal obtenu sur cet œil-là ne sera pas interprétable.